Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Maitri Baraz, et il commence sur de belles vibrations sonores avec le chant d'un mantra par Maitri. Les mantras, c'est d'ailleurs le sujet principal de notre conversation. Maitri nous explique ce qu'ils sont, tels que décrits dans les Védas ou les Upanishads. Ainsi, nous comprenons mieux la différence entre les mantras, au sens classique du terme, et les bhajans ou kirtans, où la mélodie tient une place essentielle. Elle nous parle aussi de l'importance d'avoir un référent dans son enseignement, de prendre le temps d'entendre répéter ces mantras, de la beauté du sanskrit. Nous abordons également l'évolution de la pratique du yoga dans le monde occidental. Même si la vulgarisation du yoga tend à le réduire à la pratique posturale, elle a pu observer une recherche accrue en profondeur des yogis, en abordant les différents aspects du yoga. Maitri nous parle aussi de ses projets, et des jolies fantaisies qu'elle aimerait voir se chanter sur la planète. Un épisode avec beaucoup de belles et joyeuses vibrations, où la voix de Maitri nous ouvre de nouvelles voies à notre pratique du yoga. Dans ce cas-là, je vais commencer par mes mantras d'introduction habituels, mon petit rituel pour demander les bénédictions pour que Sarasvati coule librement. Gananam tva ganapati gumhavamahe kavim kavinam upamasravastamam Jeshtarajam brahmanam brahmanaspata anashinvannoti dasadanam Mahaganapataye namaha Om Prano Devi Saraswati Vajebir Vajinivati Dhinama Vitrayavato Ano Divo Brihatah Parvatada Saraswati Yajata Gantu Yagnam Vagdevi Namaha Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanno Mitra Shanvarunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanna Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tadvaktaram avatu, avatu mam, avatu vaktaram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Recevons toutes les bénédictions, les énergies qui seront propices à la diffusion de ces messages, de ces idées. Merci beaucoup, Maitri. Si tu veux bien, on commence. Et bonjour Maitri, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour Claire-Vie, déjà je te remercie encore pour cette possibilité de discussion et d'échange autour du yoga aujourd'hui, autour notamment des pratiques sonores auxquelles je tiens beaucoup.
Et pour me présenter, je peux commencer par mon père, en fait, qui m'a, quand j'étais très très jeune, qui a commencé à m'introduire dans les cercles des personnes qui s'intéressaient à l'Ayurveda. Et lui-même, il a reçu une initiation à la méditation transcendantale quand moi j'avais 12 ans, je crois. Et pour moi, c'était vraiment la première découverte de ce que c'était la spiritualité, un peu l'alternative à l'Église et voilà tout ce que nous comprenons par la religion en Occident aujourd'hui. Et après, mon chemin d'engagement dans le yoga a commencé en parallèle par la découverte des enseignements de Sanatana Dharma, ce qu'on appelle parfois les Védas, mais les Védas, c'est une partie, en fait, de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, c'est bien plus large, ça englobe plus de choses. Donc, c'était d'un côté les enseignements théoriques de plusieurs sujets, sur plusieurs registres, vraiment la philosophie existentielle, aussi bien que l'astrologie ou l'Ayurveda ou toutes les sciences voilà qui naviguent autour. Et puis, en même temps, j'avais terriblement mal au dos donc j'étais amenée à pratiquer. C'est pour ça que mon slogan aujourd'hui, c'est je pratique. Donc j'étais amenée à pratiquer les outils proposés par ces enseignements tout de suite et assez rapidement parce que ma pratique était bien engagée. J'ai vu vraiment les résultats aussi bien pour mon dos que sur plein d'autres registres et d'autres améliorations et harmonisations dans ma vie. Et à un moment, quand ça a tellement impacté ma vie que je pouvais plus ne pas partager ces expériences, j'ai demandé la bénédiction à mon maître spirituel pour voilà devenir ce qu'on appelle aujourd'hui professeur de yoga et d'essayer de partager mon expérience, ce qui m'a fait changer et ce qui me fait avancer. D'accord, merci. Et justement, dans le partage de ces expériences, on avait envie de cibler un petit peu plus la conversation sur les mantras, parce que tout d'abord, il me semble que tu proposes une formation qui va débuter ce week-end. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce qu'est un mantra? Oui, je voudrais tout de suite amener l'attention sur ce phénomène de... Attends, je reprends. Je voudrais tout de suite amener l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, comme le mantra est devenu la pratique assez commune dans les cercles yogiques, on n'a plus peur, on va dire, d'être catégorisé comme secte quand on chante les mantras, ce qui était encore le cas il y a peut-être 5 ans, 7 ans. C'était tout à fait de l'ordre d'appréhension quand on pratiquait les mantras. Et donc cette vulgarisation apporte avec elle des sortes de raccourcis, ce qui est tout à fait normal, ça existe dans tous les autres domaines, mais je voudrais vraiment que nous essayions, en tout cas les yogis qui veulent pratiquer sérieusement, que nous essayions de distinguer le mantra et mantra yoga de plein d'autres pratiques qui peuvent être similaires. À savoir que le mantra, ce n'est pas une chanson. Le mantra, c'est quelque chose qui se pratique sans la musique. Il y a des mantras qui se pratiquent par répétition, ce qu'on appelle japa. Il y a des mantras qui sont des textes longs d'une page, de plusieurs pages même,
et qui ne sont pas répétés souvent, ils sont chantés une fois. Souvent, ce que aujourd'hui on entend comme mantra, ce sont des kirtans, des bhajans qu'on chante tous ensemble en cercle avec une dévotion que nous ressentons monter dans la poitrine et que on ressent une connexion, mais cette connexion se passe au niveau plutôt émotionnel. Le niveau émotionnel qui est travaillé par les mélodies, par le chant. Et donc, ça, c'est pas du tout l'approche mantrique. On peut distinguer vraiment deux catégories, c'est Bhakti Yoga et Mantra Yoga. Et on peut même presque dire qu'ils sont opposés. Enfin, pas opposés, mais ils sont parallèles. Moi, je pratique les deux, j'adore les deux, mais j'invite vraiment tout le monde à bien les distinguer pour recueillir les fruits de chacune de ces méthodes. Donc, le mantra ne se pratique jamais avec la musique, avec les mélodies, avec l'accompagnement musical. Les mantras, ce sont des formules sacrées issues soit des Védas et des textes tantriques des Agamas. Alors, il y a une école qui est plus orthodoxe qui considère que les mantras, ce ne sont que des formules, des textes qui sont issus des Védas, et plus large, qui incorporent les mantras tantriques également. À savoir que dans le tantra, il y a des textes qui ne sont pas considérés comme des mantras. Ce qu'on va appeler le plus souvent comme des mantras tantriques, ce sont des bija mantras ou des associations des bija mantras. Alors, des bija mantras, il y en a bien plus que ce que nous connaissons aujourd'hui, ceux qu'on relie au chakra. Donc, bija, c'est tout ce qui est les mantras semences comme Hrim, Shrim, Aim, Lam, Vam, Ram, c'est ce qu'on connaît le plus. Et puis, il y a aussi des associations, des bija mala, des associations, on peut aller jusqu'à 64 bija mantras comme ça. Donc, vraiment, l'objectif de mantra yoga, c'est de s'asseoir dans une position immobile, comme le dit Patanjali, Sthira Sukhamasanam, et de observer les changements énergétiques qui vont éventuellement se manifester dans le corps au niveau tangible, quelque chose comme des picotements ou différents, c'est pas ça qui nous intéresse, mais en tout cas d'amener une introspection, d'amener une observation des changements énergétiques. Et bien sûr, la concentration sur le sanskrit, les règles de prononciation, les règles de chant. Dans le chant védique, il y a vraiment des règles bien déterminées, très important à respecter. Alors que dans ce qu'on appelle souvent les mantras, mais qui ne le sont pas, les kirtans, les bhajans, c'est vraiment la mélodie qui nous amène et qui nous fait imaginez qu'on interagit avec quelque chose, avec un archétype, ça peut être Krishna, Shiva, Rama ou Devi, ou voilà, différentes formes que nous connaissons un peu, et on chante pour cet archétype, pour cette énergie-là, et c'est notre mental, ce sont nos émotions qui sont purifiées. Si on a de la tristesse en chantant en bhajan, en kirtan, triste, qui parle de la séparation de Krishna, on va élever cette tristesse jusqu'au niveau, on va dire, divin.
Si on a la joie, ben pareil, ça va pas être juste la joie de rencontrer nos amis, mais ça va être la joie d'être dans la connexion avec la mère divine, par exemple. Voilà. Donc là, on travaille vraiment les émotions, alors que dans les mantras, c'est pas les émotions, et souvent, ce n'est même pas le sens de ce que nous chantons. C'est important de connaître le sens du mantra, mais parfois, il peut agir sur nous, même tout simplement par la récitation, par le niveau énergétique. Donc, je dirais, pour résumer, que mantra yoga, il travaille davantage avec le corps énergétique, ce que nous appelons, si on reprend le système des 5 koshas, prana, maya kosha, alors que Bhakti Yoga, tout ce qui est le chant dévotionnel, ça travaille davantage avec Mano Maya Kosha, le mental, les émotions et les pensées. Alors que souvent on dit mantra, ça vient du mental et on associe directement au corps mental. Voilà un peu la base que j'essaie de communiquer toujours à chaque fois que j'ai la possibilité. Et pour revenir à ta question, oui, c'est vrai qu'il y a la formation qui débute cette semaine sur Sarasvati, sur 108 noms de Sarasvati, qui va se déployer sur 4 sessions où on va apprendre les 108 mantras, 108 qualificatifs de cet archétype qui est Sarasvati, qui est l'énergie qui gouverne l'expression, qui gouverne l'apprentissage ou la transmission, l'apprentissage des langues surtout, les pratiques spirituelles en général, les mantras, le chant, les arts. Voilà, donc Sarasvati, elle est un peu reprimée avec cette histoire de masque là aujourd'hui, je trouve. Donc, et puis aussi, c'est vraiment l'archétype que j'affectionne le plus. Donc, je pratique ce que je vais donner. Je pratique depuis un certain nombre d'années maintenant, et donc je serais ravie de partager ça avec les yogis qui sont intéressés. Merci pour ces explications. Moi, je connais assez peu les mantras. J'ai étudié dans une tradition tantrique où on apprenait seulement les bija mantras. Et c'est vrai que le reste, je suis pas du tout familière. Et on utilisait ça dans les postures pour le souffle ou dans certaines postures, on disait certains mantras. Et ce que je me posais comme question, c'est toi, comment tu les pratiques? Comment tu les choisis? Est-ce que tu vas avoir envie de travailler une énergie particulière et du coup avoir un mantra particulier? Est-ce que tu le chantes toute seule? Est-ce que tu le chantes dans la tête? C'est voilà, c'est plein de petites questions voilà que je me posais en t'écoutant. Très bien, merci. Je vais tout de suite répondre à la première partie de ton commentaire. Les bija mantras dans les pratiques tantriques, c'est effectivement l'outil principal. Et j'ai dit que on doit être assis et immobile, mais dans le tantra, justement, le tantra traditionnel, il s'agit pas de tantra sexuel, mais le tantra dont le but c'est d'occuper le mental au maximum avec différents supports de concentration. Donc, on va par exemple prendre le souffle, la posture, la visualisation et le mantra. Et on va placer le mantra qui est donc assez court parce que on doit les enchaîner ou on doit les superposer avec d'autres éléments. Donc les mantras, les bijas sont toujours très courts pour avoir cette utilité et on va les pratiquer dans les postures, on va les pratiquer avec les schémas respiratoires particuliers. Ça c'est vraiment la richesse de tantra à explorer, mais avec des enseignants bien formés et qui pratiquent surtout. Donc ça c'est vraiment un registre très intéressant de l'utilisation des mantras, et je souhaite vraiment que nous puissions en Occident accéder à ces pratiques authentiques tantriques. Pour ma part,
pour répondre à ta question plus directement, il y a deux types de sadhana, de mantra yoga. Il y a ce qu'on appelle le japa et il y a les récitations des textes. Donc, dans le japa, dans la répétition des mantras qui sont généralement courts, dans le japa, il y a le mantra qui est le mantra par excellence, s'appelle mantra diksha. Diksha veut dire initiation. Donc, j'ai mon mantra d'initiation que je pratique depuis un certain nombre d'années et c'est vraiment mon autoroute de toutes mes pratiques. C'est vraiment le pilier de tout. C'est plus important que tout et je peux le pratiquer même si jamais je suis malade, même quand je suis en voyage. Ça peut être mentalement, ça peut être si je suis toute seule dans la pièce, ça peut être à voix basse. Donc ça, c'est vraiment le pilier. Après, j'ai d'autres japas comme Gayatri ou Mahamrityunjaya Mantra qui m'accompagnent toujours. Ça, c'est vraiment l'incontournable. Et après, il y a les récitations de textes différents, de textes que je transmets, entre autres, que je partage avec les autres personnes. Et ces textes, je les chante une fois tous les jours. Et j'ai tout un éventail de textes, on va dire, je vais pas chanter tout ce que je connais tous les jours, mais il y a une sorte de jonglage de textes. On dit que les mantras, qu'ils soient courts ou que ça soit un texte de 2 pages, ce sont des enfants. Et ils se nourrissent de notre énergie, de notre prana pendant qu'on les récite. Donc, il faut pas laisser mourir les enfants sans leur donner à manger. Donc, il faut vraiment que ça tourne et il faut les réciter, se nourrir aussi quand on les récite, mais aussi nourrir, comme on dit, les égrégores de ces mantras. Parce que chaque mantra, quand il est récité depuis les millénaires, depuis les centaines d'années, il accumule un champ vibratoire, un champ énergétique autour de lui. Et quand on le récite, on contribue à l'augmentation ou en tout cas au maintien de ce champ énergétique. Donc, voilà, ça nous permet vraiment de se relier à tous les autres pratiquants des mantras. D'accord. Et au niveau de la prononciation, tu disais que c'était important. Il y a une pratique, une connaissance du sanskrit à avoir un petit peu, ou alors on se relie peut-être plus avec la vibration sonore. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dirais avant tout, il y a la transmission à respecter et à honorer. Moi, par exemple, j'ai commencé mon apprentissage du sanskrit et de toutes les sonorités sanskrites qui sont assez différentes que le français. Déjà, ma langue maternelle, c'est le russe et le français, c'est acquis. Donc, j'ai un peu élargi par rapport à ce que j'ai initialement et avec le sanskrit, ça continue encore. Mais j'ai commencé à pratiquer les mantras avant mon apprentissage du sanskrit. Mais tout de suite, on m'a laissé comprendre et ça s'est vraiment bien installé dans ma vision des choses, c'est qu'il faut avoir un référent et un référent, il faut bien le choisir. Il faut avoir un référent et même si tu n'es pas à la maîtrise de la sonorité sanskrite, si tu prononces exactement comme ton enseignant, ton instructeur te le dit, mais je travaille toujours avec les enregistrements. Dieu merci, on a cette possibilité d'avoir tout sur le téléphone. Il y a vraiment, je sais pas combien d'heures d'enregistrement dans mon téléphone depuis peut-être 7 ans. Donc, avoir un référent, c'est vraiment essentiel. Et avoir cet enregistrement longtemps avant qu'on passe à la pratique
personnel juste avec notre voix, de l'entendre répéter, entendre répéter. Aujourd'hui, en Occident, on a cette espèce de oui, ok, je me réfère à quelque chose, mais les gens souvent ils se précipitent à se lancer dans la pratique juste avec leur voix, sans céder par l'enregistrement, et du coup la justesse de la prononciation n'est pas là. Donc il faut vraiment avoir cette humilité de rester avec l'enregistrement le plus longtemps possible et bien choisir son référent. Et ensuite, je pense que c'est cette transmission qui nous fait basculer à l'apprentissage, effectivement, qui aide à l'apprentissage des sonorités sanskrites qui sont expliquées avec un système de l'alphabet où il y a une logique très particulière et très riche et très ancienne qui porte la sagesse en elle dans l'organisation du sanskrit, et cette logique, ça reprend en fait le travail sur la gorge et toutes les parties de la bouche jusqu'à nos lèvres. Donc il y a vraiment une sagesse corporelle, comme un peu avec les postures. Donc je dirais que l'apprentissage du sanskrit, c'est merveilleux, mais avant tout, c'est le référent qui compte et la transmission. D'accord, merci. Et je quitte un peu le sujet des mantras. Tu parlais qu'on avait tendance à faire les choses un petit peu différemment en Occident, peut-être à vouloir aller un petit peu trop vite dans notre pratique. Est-ce que tu as vu depuis ton début de ta pratique du yoga une évolution en l'Occident de comment ça se passe par rapport aussi à tes nombreux voyages en Inde? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire ton ressenti sur la pratique occidentale telle qu'elle est à ce jour? Merveilleuse question, je te remercie beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a énormément d'attaques contre le yoga. Et on dit oui, le yoga c'est devenu n'importe quoi. Je trouve, ma conviction la plus profonde, c'est que tout est supervisé et que si quelque chose se passe d'une manière, c'est qu'il y a un but, un objectif à ça. J'ai vu, depuis que je pratique, depuis que j'enseigne, j'ai vu que le yoga s'est étendu, c'est-à-dire qu'il est allé beaucoup plus en profondeur. Il y a énormément de gens qui ne se contentent plus de juste la pratique posturale et qui vont chercher, que ça soit en Europe ou en Inde, que ça soit dans les retraites ou dans les formations en ligne ou dans les livres, vont chercher vraiment cet aspect intégral du yoga. Intégral, je ne fais pas référence au yoga intégral de Sri Aurobindo, mais juste à cet aspect intégral, c'est-à-dire qui intègre plusieurs pratiques, évidemment en plus de la pratique posturale, parce que ce n'est qu'une petite préparation. Donc, les gens qui s'intéressent au but ultime de la pratique du cheminement yogique, c'est-à-dire l'éveil, les gens qui s'intéressent à comment on peut améliorer avec les outils de yoga, pas seulement notre existence, mais comment on peut se rendre un meilleur instrument pour être au service des autres de meilleure manière. Ça, c'est un chemin très noble. Voilà, il y a cette direction qui est allée en profondeur, mais évidemment, avec la vulgarisation, il y a tout un bouquet de yoga un peu superficiel, mais moi, j'ai tendance à nous inviter tous de l'appeler pratique posturale, parce que yoga, c'est vraiment, ça englobe tout, alors que quand on dit yoga du yin, yoga du yang, ça sous-entend souvent les postures, donc autant dire la pratique posturale. Donc, tout un bouquet de pratiques
posturales qui sont très intéressantes, qui sont basées sur les recherches anatomiques et qui sont dignes d'être explorées. Seulement, je dirais, nommons-les pratiques posturales et faisons-en juste une partie, un passage par lequel on va naviguer et qui va nous amener à d'autres choses, qui va pouvoir nous offrir l'assise, la fameuse assise pour être immobile dans notre pratique des mantras ou de pranayama ou d'autres choses. Voilà. Autre, si j'ai encore le temps, autre changement que j'ai vu, c'est en termes de yoga thérapie. Donc, yoga thérapie, alors encore, je préfère préciser de quoi on parle. Pour moi, yoga thérapie, c'est pas seulement les pratiques qui sont données ou pratiquées à des gens qui ont mal au dos ou à des gens qui ne peuvent pas faire les postures comme tous les autres. Je dis souvent dans mes stages, dans mes formations, que yoga thérapie, c'est 98% du yoga qui se pratique aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des pratiques qui nous invitent, qui nous proposent une amélioration de qualité de notre vie, le fameux bien-être. Sauf que le but du yoga initial, c'est pas le bien-être dans le monde matériel, c'est au contraire de prendre la distance avec le monde matériel, de ne pas se faire d'illusions que notre corps, même si on fait Shirshasana tous les jours, peut durer éternellement. Et quand le yogi parle de l'éternité, de l'immortalité, il parle de la conscience, pas du corps. Donc, on va dire yoga thérapie a deux parties elles-mêmes, c'est-à-dire anticiper ou prévenir, toutes les pratiques préventives ou toutes les pratiques qui nous rendent plus efficaces dans notre fonctionnement quotidien. Et c'est ce que souvent les gens recherchent. Et puis, il y a aussi yoga thérapie réparatrice, on va dire, qui rétablit, normalise les fonctions. Et encore une fois, il ne faut pas penser que ça se limite par les postures. Ça serait vraiment une réduction. Donc, il y a un énorme apport des pratiques respiratoires, des pratiques sonores aussi. Je fais les formations de mantra thérapie, entre autres. Donc, voilà. Alors que donc on pourrait appeler yoga thérapie la plupart des choses qui existent aujourd'hui, alors que le yoga, c'est vraiment la démarche de presque ascète, de renoncement, de prendre le recul avec ce monde, de se dire voilà, je pratique quelque chose non pas pour être mieux dans ce monde, mais pour éventuellement m'éloigner de ce monde, éventuellement le quitter, le transcender. C'est ça le yoga initialement. Mais c'est très bien que tout ça existe et servons-nous de tous ces approches et méthodes. Seulement, c'est important de les distinguer pour ne pas faire un gros bouilli de tout, pour être efficace et savoir, voilà, j'ai pris l'avion hier, je parle de moi, après l'avion, à chaque fois, j'ai mal au cou, donc je vais appliquer certaines techniques pour le compenser. Donc, je vais avoir une démarche yoga thérapeutique. Mais à un moment, voilà, je retrouve ma bonne forme et donc, je vais passer à des pratiques qui me permettent de prendre la distance, de contrôler mes émotions, de ne pas s'identifier à mes pensées. Donc, plus avec une démarche de yoga, ce qu'on appelait le yoga initialement. D'accord. Merci pour cet exemple et puis pour ce beau tableau aussi dressé du yoga dans tout son éventail. Et une question que j'avais aussi envie de te poser parce que tu te formes à plein de choses, tu as beaucoup de choses en tête. C'était
Sur quoi se porte ta curiosité en ce moment, si tu as des projets, des choses qui te tiennent à cœur de réaliser ou de découvrir? Mhm. Oh, oui, c'est, comme tu peux le deviner, ça va être les projets qui touchent la vibration, qui touchent le sanskrit, parce que je suis persuadée que il y a une sagesse qu'on n'a pas encore même compris dans les mantras et dans le sanskrit. Il y a un impact très intéressant que j'ai pas encore mesuré et j'ai pas encore vu beaucoup de recherches, mais je pense que ça va venir sur le système nerveux et notamment sur la neuroplasticité, que nous augmentons, que nous entraînons, que nous stimulons avec le chant des mantras, l'apprentissage des mantras par cœur, l'étude, l'apprentissage du sanskrit, pas seulement à l'écoute, mais aussi avec l'écriture, avec le nouveau système de codage et décodage des signes et donc les prononciations qui sont relatives, ça développe notre cerveau, ça développe notre résistance au stress. Et puis, ça développe notre concentration, notre mémoire, les choses qui sont cruciales aujourd'hui, avec cette avec l'inondation des informations à laquelle on est confronté tous les jours, toutes les informations qu'on est obligé de traiter, il faut vraiment se rendre plus efficace et développer notre concentration. Et je trouve que l'apprentissage des mantras et du sanskrit et le chant, le fait de raisonner avec le corps même, pas seulement avec la gorge, c'est à la fois préventif et guérisseur, et puis ça nous permet d'installer cette introspection, cette connexion intérieure. Et donc il y a un livre qui va s'appeler Le Grand Manuel du Mantra Yoga, qui va sortir aux éditions Guitry Daniel en septembre 2021, donc cette année, où il y aura tout ce que j'ai un tout petit peu commencé à aborder ici. Il y aura toutes les précisions, les références. Il y aura donc une partie théorique et puis toute une liste. La moitié du livre, ça sera les mantras et leurs usages, avec une partie multimédia avec un accès aux enregistrements, du coup, justement, pour que les personnes puissent avoir les bons enregistrements. Et moi-même, je les ai collectionnés depuis des années auprès des swamis, auprès des enseignants très compétents. Et donc, voilà, je peux garantir que ça sera des enregistrements de bonne qualité. Ce que j'aimerais aussi réaliser, c'est mais ça c'est plus de l'ordre de fantaisie, vraiment à long terme, qui est des groupes de chants, de mantras, un peu comme la tradition, la pratique de chorale là aujourd'hui en Occident, qui est des mantras qui s'apprennent et qui soient chantés ensemble, parce que je viens de faire un stage en Guadeloupe où j'ai transmis Mantra Pushpam. C'est un texte védique de 3 pages et les gens étaient impressionné à quel point un texte qui paraît super compliqué le samedi matin, dimanche matin, ils l'ont dans la bouche. Bon, et ils l'ont pas eu par cœur parce que c'est quand même c'est un effort important, mais en tout cas ils le chantonnent. Là, ils m'envoient les messages que depuis une semaine ils le chantonnent et que ça leur donne envie de se retrouver et de vibrer tous ensemble. Donc c'est vraiment important, cette pratique de chant ensemble, de chant collectif. Ça génère la production de l'ocytocine, l'hormone de bonheur qui nous manque tant
encore aujourd'hui avec notre société très cortisol et adrénaline. Voilà, donc, mais bien sûr, je reste dans la vision intégrale du yoga. J'abandonnerai jamais les postures. Les pratiques respiratoires, c'est aussi un outil époustouflant et en même temps, ça nous prépare à la meilleure vibration, à la meilleure résonance dans notre corps, qui est notre caisse de résonance. Donc, voilà, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de souhaits et j'essaie de capter qu'est-ce que l'univers et mon maître spirituel préfère que je fasse et j'essaie d'être au service des besoins. D'accord. Ben, merci beaucoup, Maîtrie, pour cette conversation. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, pour ta vibration, puis aussi pour t'être rendu disponible. Tu reviens de voyage, donc c'était peut-être pas évident pour toi. Est-ce que tu voudrais nous chanter un mantra, peut-être, pour terminer le podcast, si tu en as envie? Tu te sens libre de dire non. C'est juste si jamais tu as quelque chose qui te vient, que tu le souhaites, ce sera avec plaisir, et sinon, comme tu veux. Absolument. Avec plaisir. Je te remercie encore pour cette invitation, pour cette opportunité de partage. Je voudrais terminer le podcast avec le mantra que j'ai chanté au début, Shanno Mitra Shanvarunaha, qui se chante traditionnellement. Moi, je le chante avant chacun de mes cours, des formations, ou chacun de mes mêmes lives. Parce que c'est l'invocation des éléments et l'invocation avec l'intention qu'il soit paisible, qu'il soit collaboratif avec nous. Donc en fait, ce mantra, c'est bien un mantra, c'est un mantra issu des Upanishads. Donc on le chante d'une manière au début. Il y a juste la dernière partie en fait qui change. Et de l'autre manière à la fin. Donc, la manière du début dit les éléments, on va dire, les forces célestes, soyez bienveillants avec nous. Et c'est dans l'optique de invitation du futur. Alors qu'à la fin, ce même mantra est chanté avec le remerciement, merci d'avoir été bienveillant et collaboratif. Donc, je vais le chanter. Peut-être que vous allez le reconnaître. C'est un mantra qui a été pris par Deva Premal, qui est chanté à un peu en mode chant dévotionnel, ce qui n'est pas tout à fait correct, mais vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube ou sur Internet dans les versions classiques, dans les versions, on va dire, mantriques et l'apprendre. Om Shanno Mitra Shanvarunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanna Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahmavadisham Ritamavadisham Satyamavadisham Tanmamavid Tadvaktaramavid Avinmam Avidvaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Et nous remercions tous les éléments, surtout l'électricité qui nous a permis d'avoir cette conversation en direct, sans coupure. Nous remercions l'espace, nous remercions la terre, l'état dense de la matière. Nous remercions l'eau pour la fluidité. Nous remercions les maîtres
les enseignants qui nous ont transmis, qui m'ont transmis tout ce que j'ai pu partager avec vous. Et nous remercions aussi le principe de la beauté. Je vois un beau visage souriant devant moi. Ça m'a beaucoup inspirée pour répondre à tes questions. Merci beaucoup, Claire-Vie, pour cette initiative. Merci énormément, Maîtrise. Puis à très bientôt. Et puis je mettrai toutes les notes, ce dont on a parlé dans les notes du podcast. Bon après-midi, Maîtrise. Merci. Bonne pratique à toi. Bon printemps à toi et à tous les yogis. Namasté. Merci à Maîtrise pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez aussi le cadeau d'un code promo que Maîtrise nous fait pour sa formation Sarasvati, 108 mantras et exercices pour la voix. Ce code promo, c'est Clairvie Sarasvati 6E. Vous le trouverez plus facilement à recopier sur le site. Merci et à bientôt.